Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais c'est Dr Bolkadé. Donc, je vais présenter le cours donc, à la place de professeur Brook. Donc, est-ce que vous m'entendez d'abord avant de commencer? Donc, quand vous faites signe s'il vous plaît. On commence par donc, petit historique des groupes leucoplaquitaires. Avant la mise en évidence du groupe leucoplaquitaire pour la première fois, c'est fait en 1958 donc, par Dosset et ses collaborateurs. Donc, pourquoi on fait l'étude des groupes leucoplaquetaires et sériques? Donc, comme on a vu dans le cours du groupe des antigènes érythrocytaires, c'est beaucoup plus d'un intérêt transfusionnel pour le groupe Ouais, salut. en plus de la transfusion sanguine, c'est pour l'étude donc de la compatibilité en cas d'une éventuelle greffe de la moelle osseuse ou greffe d'organes. Donc, l'étude des antigènes du groupe leucoplaquetaire, c'est comme l'étude du groupe sanguin érythrocytaire, c'est toujours de vérifier la compatibilité entre donneur et receveur, donc et étudier une éventuelle allo-immunisation, que ce soit une allo-immunisation phytomaternelle ou post-transfusionnelle. Donc, on peut distinguer donc, les groupes leucoplaquetaires spécifiques et des groupes leucoplaquetaires communs, c'est-à-dire des antigènes qui ont une distribution ubiquitaire, c'est-à-dire non spécifique des leucocytes et des plaquettes, et des systèmes des antigènes qui ont une distribution exclusivement, donc soit leucocytaire ou plaquettaire. Donc l'application de l'étude du groupe leucoplaquettaire, donc pour étudier le polymorphisme entre les différents membres de l'espèce humaine, donc ce qu'on appelle le polymorphisme au sein d'un système antigénique. Donc généralement, le polymorphisme, c'est variation des déterminants antigéniques pour le même antigène. Donc c'est l'exemple de polymorphisme Rhesus. Toujours on donne l'exemple de système Rhesus puisque c'est le système le plus, c'est-à-dire l'embolymorphisme plus étudié. Donc, entre la différence entre l'antigène grand C et l'antigène TC, c'est un polymorphisme. C'est un polymorphisme d'une seule base nucléotidique située à une position bien déterminée dans la séquence nucléotidique. Donc, la polymorphisme, c'est la variation antigénique dans le même espèce. Donc, l'application du polymorphisme, c'est là l'immunisation phytomaternelle en cas d'une incompatibilité antigénique dans le système leucoplaquetaire entre la maman et le fœtus. Donc, aussi dans l'immunisation post-transfusionnelle en cas d'une incompatibilité antigénique dans les groupes leucoplaquetaires. Donc, le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est un élément majeur dans la réaction immunitaire et qui conditionne aussi donc, la réussite des greffes, que ce soit des cellules souches hématopoïétiques ou la greffe d'organes. Donc, pour les groupes plaquettaires spécifiques, donc, sont des antigènes exclusivement érythrocytaires. Donc, généralement, la nomenclature est désignée par HPA, Human pour Human Platelet Antigen. Donc, cette nomenclature a été adoptée pour la première fois en 1990. Donc, actuellement, on peut donc distinguer 40 antigènes spécifiquement plaquettaires. Donc, ces 40 antigènes sont répartis dans 6 systèmes. Donc, c'est l'HPA1, l'HPA2, HPA3 jusqu'à l'HPA6. Donc, 40 antigènes plaquettaires, donc 40 antigènes plaquettaires, donc répartis dans ces systèmes plaquettaires. Donc, c'est une nomenclature adoptée pour la première fois en 1990, donc qui permet de distinguer donc ces systèmes HPA. Donc, HPA1, généralement, on trouve l'HPA1A, donc pour l'allèle, le A, c'est pour l'allèle
dominant, fréquent. Le B, c'est pour l'allèle rare. Donc, généralement, dans le système, on distingue donc deux allèles. Donc, l'allèle fréquent, c'est-à-dire c'est-à-dire l'antigène trouvé sur la plupart de la population désignée par la lettre A et l'antigène rare par la lettre B. Donc, on peut distinguer l'HPA dans le même système, l'HPA A1 et l'HPA AB. Donc, le HPA A1, c'est l'allèle fréquent et le B pour l'allèle rare, l'antigène fréquent et l'antigène, c'est-à-dire un allèle qui code pour un antigène qui se trouve à la surface plaquettaire. Donc, généralement, les antigènes plaquettaires, spécifiquement plaquettaires, sont portés, voilà, comme le montre la structure. Donc, pour le système, au niveau du plaquette, on a ce qu'on appelle les glycoprotéines plaquettaires. Donc, comme vous avez vu dans l'étude des plaquettes, donc, comme vous avez vu dans l'étude, euh, donc voilà un schéma qui représente donc, le support de déterminants antigéniques pour chaque système plaquettaire. Donc, on vous avait vu dans le cours des antigènes des plaquettes que les plaquettes donc, portent à leur surface des glycoprotéines. Donc, c'est l'exemple de GP1, GP2B3A, c'est-à-dire des complexes de glycoprotéines. Ces complexes de glycoprotéines donc, portent le déterminant antigénique du système plaquettaire. Donc, on voit que donc, le HPA, donc le HPA4, donc c'est porté par donc, le GPMB, donc le HPA9, HPA3, donc au niveau donc, de GP2B alpha. Donc, c'est le porteur, dans les glycoprotéines plaquettaires sont les porteurs donc des. Donc, on reprend. Donc, pour les antigènes plaquettaires, donc pour les antigènes plaquettaires, on peut distinguer plusieurs types d'antigènes plaquettaires. Donc, parmi ces antigènes, on a les antigènes du groupe sanguin érythrocytaire, exemple les antigènes du système ABU, les antigènes A et B, et on a des antigènes spécifiquement plaquettaires. Donc, ces antigènes spécifiquement plaquettaires sont désignés par la nomenclature HPA, c'est pour Human Platelet Antigen. Cette nomenclature a été adoptée pour la première fois en 1990. Donc, cette nomenclature permet de faire la distribution de 40 antigènes spécifiquement plaquettaires, dont presque donc, ces systèmes, les HPA. Donc, on peut distinguer HPA1, HPA2 jusqu'à HPA6. Donc, dans chaque système plaquettaire, HPA, on peut distinguer donc deux allèles. Donc, on a l'allèle A et l'allèle B. L'allèle A désigne donc l'antigène le plus fréquent, c'est-à-dire l'antigène porté par l'ensemble de la population, ou antigène de haute fréquence. Donc, voilà la fréquence, par exemple. Donc, dans le système HPA1, on a l'allèle A et l'allèle B. Donc, l'allèle A, c'est un allèle qui code pour l'antigène de haute fréquence. Donc, on note que là, le phénotype HPA1, elle est de la fréquence de HPA1 dans la population caucasienne, elle est de l'ordre de 0,82, c'est-à-dire 82% jusqu'à 86%. Donc, dans la population algérienne, donc la fréquence de HPA1, elle est de l'ordre donc de 79% jusqu'à donc 88%. C'est un allèle qui code pour un antigène fréquent. Donc, par contre, pour l'HPA2B, c'est un antigène, c'est un allèle qui code pour un antigène de faible fréquence, dont la fréquence varie entre 0,75% à 1,3% de la population caucasienne. Et donc,
c'est une fréquence proche de la fréquence dans la population algérienne qui varie entre donc 1,4%, 47% jusqu'à 1,93%. Donc maintenant concernant donc la structure biochimique, donc les antigènes, ou les déterminants antigéniques des groupes plaquettaires, spécifiquement plaquettaires ou le système HPA, portés par les glycoprotéines plaquettaires. Donc vous avez vu donc les complexes des glycoprotéines plaquettaires. Donc on a vu le GP1, le GPNB9, le GP2B3A, c'est-à-dire ces glycoprotéines plaquettaires sont en relation de certaines pathologies. On a vu que le déficit en GPNB caractéristique, c'est un déficit caractéristique de la maladie de Bernard-Soulier. Donc le déficit en GP2B3A, donc c'est la thrombasthénie de Glucksmann. Donc on voit que ces antigènes ou ces glycoprotéines portent le déterminant antigénique, c'est-à-dire les antigènes du système HPA, c'est-à-dire les antigènes, le support biochimique des antigènes HPA sont les glycoprotéines plaquettaires. Donc voilà le schéma qui nous montre donc chaque système HPA, le support antigénique de chaque système HPA. Donc pour le HPA7, on trouve c'est-à-dire le déterminant antigénique porté par le GP3A, donc avec certains polymorphismes, donc entre le GPA et l'HPA HPA-A7A et l'HPA-A7B. Donc l'HPA5, elle est localisée au niveau donc du glycoprotéine GPA. Donc, dans chaque système, on fait l'étude des antigènes et l'étude des anticorps. Donc, généralement, les anticorps du système HPA sont des anticorps humains, c'est-à-dire qui se développent à la suite d'une incompatibilité, soit incompatibilité transfusionnelle ou fœto-maternelle. Donc, les anticorps plaquettaires sont des anticorps humains, donc de type IgG, donc, qui se développent à la suite donc pour l'étude des anticorps. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Donc pour l'étude des anticorps, les anticorps plaquettaires, donc ce sont des anticorps humains, c'est-à-dire ce sont des anticorps humains qui se développent à la suite d'une allo-immunisation. C'est comme le système Rhesus, le système KEL, c'est-à-dire il n'y a pas des anticorps en absence d'immunisation. Les anticorps du système leucoplaquettaire se développent à la suite d'une incompatibilité, soit une incompatibilité phytomaternelle ou transfusionnelle. Phytomaternelle, lorsqu'il s'agit d'une incompatibilité antigénique entre la maman et le fœtus, c'est-à-dire un antigène porté par le fœtus est absent chez la maman. En cas en transfusion, si on donne un antigène plaquettaire absent chez le receveur, il y a dans ce cas-là le développement d'une allo-immunisation. Donc dans le système
plaquettaire, spécifiquement plaquettaire, le système HPA, les anticorps sont de nature humaine, de type IgG, donc capable de fixer le complexe, c'est-à-dire de type IgG, avec donc passage transplacentaire, c'est-à-dire en cas d'une immunisation maternelle, il y a le risque d'une thrombopénie néonatale qui se développe à la suite d'une destruction des plaquettes fœtales par les anticorps maternels qui traversent le placenta. Donc, en cas d'une allo-immunisation post-transfusionnelle antiplaquettaire, il y a le risque d'une transfusion inefficace, c'est-à-dire malgré, en cas d'une thrombopénie et on donne des plaquettes, il y a toujours donc la persistance d'une thrombopénie, c'est-à-dire une inefficacité transfusionnelle d'origine allo-humaine, d'origine allo-humaine. Donc la fréquence donc, varie selon l'ethnie. Donc généralement, dans la population caucasienne, on trouve donc une allo-immunisation fréquente, c'est-à-dire l'antigène HPA, elle est très fréquente dans la population caucasienne, c'est-à-dire le risque de développer une allo-immunisation, elle est très important chez le sujet HPA-A, c'est-à-dire chez les sujets qui ne portent pas l'antigène HPA-A1. Donc, plus donc l'antigène elle est plus fréquent, plus donc les sujets qui ne portent pas cet antigène exposent en cas d'une transfusion ou une grossesse incompatible à une allo-immunisation antiplaquettaire. Donc, donc chez les Asiatiques, donc l'anticorps le plus fréquent, c'est donc l'HPA-A4B, donc puisque c'est un antigène fréquent dans la population asiatique, donc avec un risque de développement d'une allo-immunisation chez les sujets qui ne portent pas cet antigène en cas d'une transfusion ou grossesse incompatible. Donc, maintenant, méthode de détermination des anticorps. Donc, contrairement donc, aux anticorps d'origine érythrocytaire, donc on détermine les antigènes d'origine érythrocytaire par la recherche des agglutinines irrégulières. Donc, on a bien détaillé dans les cours donc, des autres systèmes du groupe sanguin érythrocytaire comment on fait la recherche des anticorps anti-érythrocytaires, donc par l'analyse de dépistage, puis donc une analyse d'identification. En cas d'une analyse de dépistage positive, donc en cas d'une analyse de dépistage positive, on passe à l'identification. Par contre, donc vu la spécificité de la structure plaquettaire, donc on ne peut pas utiliser donc des techniques sériques pour la recherche donc des anticorps plaquettaires. C'est pour ça donc on utilise d'autres techniques plus sophistiquées. Donc on utilise l'ELISA. Donc ELISA, donc c'est une technique donc colorimétrique qui permet donc l'identification donc des anticorps plaquettaires à l'aide donc d'un support solide sensibilisé par donc, des antigènes plaquettaires. Donc, on utilise des anticorps couplés avec du fluorochrome. Donc, en cas de la réaction, c'est-à-dire en cas de fixation des anticorps, donc la révélation de la réaction se fait donc par l'utilisation d'un composant chromogène, donc une lecture spectrale. Donc, la recherche des anticorps plaquettaires se fait donc par l'utilisation des techniques donc immuno-enzymatiques, c'est la technique ELISA. Donc, on peut aussi étudier donc les anticorps donc plaquettaires par l'utilisation de la cytométrie en flux. Donc, après une étape de fixation, on peut donc révéler la présence d'anticorps donc par l'utilisation d'un anticorps. Donc, pour répondre donc, à la question donc, de HPA, pourquoi l'HPA5 n'est pas fréquent, donc c'est question donc, de génétique.
Donc, dans chaque population, il y a des données génétiques spécifiques de chaque population. Donc, on a dit que la fréquence donc, des allo-anticorps dépend donc de la fréquence des antigènes. Donc, généralement, dans chaque population, il y a une allo-immunisation. Donc, il y a une allo-immunisation dirigée contre donc, les antigènes de haute fréquence. De haute fréquence. Par exemple, un sujet qui ne porte pas un antigène de haute fréquence, elle est susceptible de développer une allo-immunisation puisque généralement, le risque d'incompatibilité elle est très élevé, que ce soit phytomaternel ou transfusionnel. Donc, le MAIPA test, donc, le MAIPA, donc, c'est une technique donc, qui permet aussi donc, de déterminer le phénotype plaquettaire. Donc, maintenant, il y a les techniques donc, de biologie moléculaire. Donc, on a le RT-PCR, donc PCR au temps réel. On a le PCR-SSP, PCR-SSP spécifique d'allèle. On a le PCR-RFLP. Donc, le PCR-RFLP, c'est une... Bon, on va détailler brièvement, on va parler brièvement de chaque... Donc, la spécificité de chaque technique de biologie moléculaire. Donc, à côté des techniques immunoenzymatiques, la cytométrie en flux, le MAIPA, donc on a le technique donc, on a le technique de biologie moléculaire. Donc, on a le RT-PCR, donc pour real-time, donc polymérase chaîne réaction. Donc, on a le PCR SSP, donc PCR polymérase chaîne réaction donc, pour réaction spécifique dans l'SSP, c'est pour single specific prime, c'est-à-dire réaction spécifique dans l'aile. Donc, le RFLP, PCR RFLP, donc c'est une technique de biologie moléculaire, donc basée sur l'utilisation des enzymes de restriction, c'est-à-dire au niveau du génome humain, il y a donc des enzymes de restriction qui coupent au niveau des endroits bien précisés du génome humain. Donc, on utilise cette propriété pour étudier donc le génotype, pour déterminer le génotypage plaquettaire ou autre génotypage. Donc, pour le RT-PCR, c'est une PCR de temps réel. Donc, le PCR SSP, c'est une PCR spécifique d'allèle. Donc, le PCR RFLP, c'est une PCR, c'est une technique de biologie moléculaire basée sur le site de restriction. C'est-à-dire chaque enzyme de restriction possède donc un site bien déterminé donc, de coupure au niveau du génome humain. Donc, pourquoi on fait l'étude donc, des allo-immunisations ou de allo-immunisation post-allo-immunisation dans le système HPA. Donc, c'est pour diagnostiquer une thrombopénie néonatale allo-immune. Donc, il y a des situations où il y a des naissances avec une thrombopénie, c'est-à-dire un nouveau-né avec une thrombopénie. Donc, il faut faire la différence entre thrombopénie, c'est-à-dire d'origine humaine, et une thrombopénie qui a une autre origine. Donc, le diagnostic de la thrombopénie néonatale allo-immune est basé donc sur la détermination d'allo-anticorps antiplaquettaires. Donc, dans l'allo-immunisation post-transfusionnelle, donc en cas d'une inefficacité, généralement, il y a donc des situations de thrombopénie où il y a la nécessité d'une transfusion plaquettaire. Donc, il y a des situations où après même une transfusion d'une grande quantité de plaquettes, il n'y a pas amélioration de la thrombopénie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une augmentation du nombre de plaquettes. Est-ce que vous avez compris ou non? Donc, pourquoi on fait l'étude, c'est-à-dire beaucoup plus, ce qui est important dans ce cours, c'est le système plaquettaire, puisque généralement, pour les groupes leucoplaquettaires, pour les groupes sériques, il n'y a pas vraiment une indication très importante, c'est-à-dire on a l'immunisation. Mais ce qui est important dans ce cours, c'est l'immunisation dans les systèmes spécifiquement plaquettaires, c'est-à-dire comment on peut déterminer la nature de la thrombopénie, est-ce que d'origine humaine ou d'origine, autre origine, d'origine cytologique, d'origine médicamenteuse, pour la détection d'abord, la détection de la présence d'un allo-anticorps antiplaquettaire et par la suite, la détermination de la nature de cet anticorps, c'est-à-dire déterminer la spécificité de cet allo-anticorps. Donc, en cas d'une thrombopénie néonatale, c'est-à-dire une naissance avec une thrombopénie, il faut faire la recherche
de l'origine de la thrombopénie, si elle est d'origine immunitaire ou non. Donc, par la détection des allo-anticorps anti-plaquettes, on a vu les différentes techniques, donc soit par le MyPass, soit par technique immunoenzymatique. Donc, en cas de transfusion, comment donc on suspecte la présence d'un allo-anticorps antiplaquettaire par une inefficacité transfusionnelle. On a vu l'inefficacité avec les érythrocytes. Maintenant, avec les plaquettes, on parle d'une inefficacité transfusionnelle s'il n'y a pas une amélioration de la thrombopénie malgré la transfusion des plaquettes. Dans cette situation, il faut voir donc l'origine de l'inefficacité transfusionnelle, si elle est d'origine immunitaire ou une autre origine, pour par donc la détection de la présence d'allo-anticorps antigènes plaquettaires, spécifiquement plaquettaires. Donc, purpura post-transfusionnelle, donc il y a des situations où il y a donc, c'est-à-dire des réactions post-transfusionnelles qui entraînent donc, c'est-à-dire l'activation donc d'un état inflammatoire ou donc une transfusion incompatible donc peut développer donc une purpura post-transfusionnelle par consommation plaquettaire. Donc on va voir l'origine de purpura post-transfusionnelle, est-ce que d'origine donc immunitaire ou d'origine inflammatoire. Donc thrombopénie auto-immune. Donc la thrombopénie auto-immune, donc on peut distinguer entre thrombopénie allo-immune et auto-immune, donc par la détermination de la spécificité de l'allo-anticorps. Donc, je vais poser une question. Donc, comment on peut distinguer entre un allo-anticorps et un auto-anticorps? C'est-à-dire sur le plan pratique, que ce soit avec les érythrocytes ou avec les plaquettes. Donc, comment on peut distinguer entre un allo et un auto-anticorps? Est-ce que vous avez compris la question? Donc, comment on peut distinguer entre un allo-anticorps, que ce soit allo-anticorps érythrocytaire ou un allo-anticorps plaquettaire? Donc, comment on peut faire la distinction entre les deux? D'abord, donc, il faut bien saisir la définition d'un allo-anticorps et d'un auto-anticorps. Donc, l'allo-anticorps, donc, bon, pour simplifier les choses, donc, on parle d'allo-anticorps d'allo-anticorps érythrocytaire et d'auto-anticorps érythrocytaire. Donc, l'allo-anticorps érythrocytaire développe donc, une anémie après une allo-immunisation. Donc, l'auto-anticorps développe une anémie auto-immune. Donc, l'allo-anticorps est dirigé contre l'antigène de la même espèce. L'auto-anticorps est dirigé contre l'antigène de la même, c'est-à-dire de la même, les antigènes de soins. C'est-à-dire, généralement, pour distinguer entre l'allo et l'auto-anticorps, on fait donc un témoin auto, c'est-à-dire antigène de soi. Voilà, exactement. Donc, on fait le témoin auto. Donc, le témoin auto consiste de mettre en contact donc l'anticorps et les antigènes du même individu, c'est-à-dire le sérum et les cellules du même individu. Donc, s'il y a une réaction positive, on dit que c'est un auto-anticorps. S'il y a une réaction négative, on dit que c'est un allo-anticorps. Généralement, pour différencier entre un allo-anticorps et un auto-anticorps, on met en contact donc l'anticorps avec l'antigène de soi. S'il y a une réaction positive, c'est un auto-anticorps. Si la réaction est négative, c'est-à-dire on fait ce qu'on appelle le témoin auto. Le témoin auto, c'est pour confirmer ou éliminer un éventuel auto-anticorps ou pour distinguer l'allo-anticorps de l'auto-anticorps. Généralement, pour faire la distinction entre un allo-anticorps et un auto-anticorps, on fait le témoin auto. Le témoin auto consiste donc de tester donc, les anticorps, c'est-à-dire le sérum, avec les cellules du même individu. Si le témoin négatif, donc c'est un allo-anticorps, si le témoin positif, c'est un auto-anticorps. Est-ce que vous avez compris? Donc, généralement, pour faire la distinction entre l'allo-anticorps et l'auto-anticorps, on fait le témoin auto entre le sérum et les cellules du même individu. Donc, thrombopénie auto-immune, donc c'est-à-dire qui se développe à la suite de la présence d'un auto-anticorps dont la cible sont les antigènes plaquettaires, sont les antigènes du système HPA, c'est-à-dire la présence d'un auto-anticorps dont la cible, ce sont les antigènes HPA. Donc, dans les thrombopathies, donc, aussi donc, l'étude du génotypage plaquettaire ou des antigènes plaquettaires
sert donc à l'étude du polymorphisme de population, c'est-à-dire pour étudier les différentes ethnies, pour voir donc tel antigène est fréquent dans telle population, comme l'exemple d'HPA1, elle est fréquente dans la population caucasienne, donc l'HPA4, elle est fréquente, H4B, elle est fréquente dans la population asiatique, c'est-à-dire on peut utiliser donc les antigènes plaquettaires en anthropologie. Donc l'anthropologie, c'est l'étude de population. L'anthropologie permet d'étudier donc les mouvements de différentes populations, c'est-à-dire telle population, elle est originaire de telle région. D'accord. Donc le polymorphisme, que ce soit érythrocytaire ou plaquettaire, on peut l'utiliser en anthropologie, ce qui permet donc l'étude de la population. Est-ce que vous avez des questions? Donc maintenant pour les groupes leucoplaquettaires, le groupe leucocytaire spécifique, donc au niveau des leucocytes, donc il y a des antigènes donc communs avec les autres ubiquitaires qui se trouvent à la surface d'autres tissus de l'organisme. Il y a donc un système spécifiquement érythrocytaire, c'est le système de HNA. HNA, donc ce sont des antigènes. Donc c'est HNA pour donc, les polynucléaires. Donc on a pour les lymphocytes, on a le CD, donc le CD, cluster de différenciation. Donc le CD2 comme le CD2, CD3 et CD4. Donc ce sont des antigènes leucoplaquettaires, donc servent généralement donc, dans la réaction immunitaire. Donc c'est un support important pour développer donc, les réactions immunitaires ou dans la coopération des réponses donc, immunitaires, que ce soit donc des réponses à médiation hémorale ou à médiation cellulaire. Donc, ils sont moins impliqués en transfusion, donc en transfusion et en allo-immunisation phytomaternelle, mais généralement sont des antigènes très importants pour développer donc les différentes réactions immunitaires. D'accord. Donc les antigènes leucocytaires spécifiques, donc c'est le système HNA, donc avec donc plusieurs sous-classes, donc HNAA, donc B, C et A, donc avec des différentes fréquences dans différentes populations. Donc on a dit que donc les antigènes spécifiquement plaqués, c'est le système HNA pour les polynucléaires, donc les CD, le cluster de différenciation pour les lymphocytes. Donc ils sont moins impliqués donc, en transfusion et en allo-immunisation phytomaternelle, mais ils sont très importants dans donc les réactions immunitaires, cellulaires ou hémorales. Donc l'application du système donc, leucoplaquettaire, donc c'est la neutropénie néonatale. Donc en cas donc, d'une neutropénie avec donc, un nombre de globules rouges et de globules blancs donc, inférieur donc, à 50 millilitres, 50 donc, millimol par millimètre cube. Dans ce cas-là, donc, il faut rechercher l'origine donc, dans la granulocytose. Euh, la granulocytose, donc généralement héréditaire ou non ou acquise. Donc il faut rechercher donc il faut chercher l'origine immunologique donc, dans la thrombopénie néonatale, dans le nombre donc, de polynucléaires neutrophiles donc inférieur donc à 500 millimol par millimètre cube. Donc il faut voir, il faut faire la recherche de l'origine donc de la thromboneutropénie, est-ce que d'origine immunitaire ou non. Donc, dans le détresse respiratoire aigu post-transfusionnel, donc il y a des situations transfusionnelles où il y a donc activation de réponse immunitaire avec donc avec une réaction immunitaire qui entraîne donc ce qu'on appelle le détresse respiratoire post-transfusionnel ou le TRALI, donc qui est dû donc à la consommation des plaquettes avec donc hémolyse post-transfusionnelle avec donc activation de leucocytes c'est-à-dire de receveur qui se manifeste donc par un tableau clinique donc très caractéristique. Donc maintenant donc la neutropénie auto-immune donc comme on a vu pour les plaquettes comme on a vu pour les plaquettes donc il faut faire la différence entre un allo-anticorps et un auto-anticorps. Donc on a dit que le système leucocytaire elle est moins impliqué donc par rapport au groupe plaquettaire et au groupe
érythrocytaire dans l'allo-immunisation érythrocytaire post-transfusionnelle et phytomaternelle. Maintenant, les groupes sériques. Les groupes sériques, généralement, lorsqu'on parle des groupes sériques, sont les antigènes portés par les protéines érythrocytaires sont les antigènes portés par les protéines érythrocytaires. Comme vous savez que au niveau du sang, il y a donc la fraction cellulaire et la fraction plasma qui contient des protéines plasmatiques. Les protéines plasmatiques donc, peuvent être regroupées en plusieurs classes. Donc, on a les groupes des aptoglobines, on a les groupes des alpha-2 macroglobulines, les groupes de transférine, les groupes de bêta lipoprotéines et les groupes des immunoglobulines avec les 5 classes des immunoglobulines. Lors de la transfusion sanguine, il y a la transfusion des cellules, que ce soit globules rouges, globules blancs ou les plaquettes, et on a transfusion du plasma qui contient les fractions protéiques ou les différentes protéines plasmatiques. Donc, ces protéines plasmatiques sont moins immunogènes par rapport aux antigènes portés par les cellules, mais ils sont aussi susceptibles de développer une réaction immunitaire. Généralement, ces réactions se manifestent par des réactions immunoallergiques, donc avec donc, des urticaires, donc des frissons, hyperthermie. Donc, on va détailler ça dans les réactions, dans les effets indésirables de la transfusion sanguine, où il y a des manifestations spécifiques à la présence des protéines sériques. On peut citer l'exemple des sujets donc déficitaires de la classe des immunoglobulines IgA. Donc, il y a certaines catégories des individus donc, caractérisées par le déficit en IgA, IgA sérique. C'est une classe des immunoglobulines. Pour les immunoglobulines, on a les IgM, les IgG, les IgA, les IgE. On a les IgD. Donc, il y a une catégorie des individus caractérisés par le déficit en IgA sérique. Ces gens sont plus susceptibles de développer une réaction allergique, immunoallergique à la suite de la transfusion des composants des produits sanguins labiles non déplasmatisés, c'est-à-dire qui contient des protéines plasmatiques. Donc, on a ici le risque de réaction immunitaire. On a dit que les antigènes, les groupes sériques, moins immunogènes par rapport aux antigènes portés par les cellules sanguines. C'est pour ça, pour ces individus, donc la solution, c'est de transfuser donc des PSL déplasmatisés qui ne contiennent pas des protéines plasmatiques pour éviter le risque de réaction immunoallergique. Donc, les groupes sériques se manifestent aussi en cas d'une incompatibilité ou en cas de transfusion répétée. Généralement, les réactions immunitaires se manifestent avec des transfusions répétées ou chez les polytransfusés où il y a le risque de développer donc une maltolérance, c'est-à-dire une réaction immunitaire aux maltolérance donc aux protéines plasmatiques. Donc c'est pour ça, pour pallier ce problème, il y a recours donc à une méthode, à une manipulation du PSL, c'est la déplasmatisation qui consiste à l'élimination du plasma qui contient le groupe sérique. Donc, on a cité l'exemple des CG donc déficitaires en IgA, immunoglobuline IgA, c'est-à-dire c'est le cas le plus connu en transfusion ou le plus rencontré donc, chez les polytransfusés déficitaires en IgA, de classe IgA des immunoglobulines, où il y a le risque de développer une réaction immunoallergique dû donc à une incompatibilité avec les groupes sériques. Les groupes sériques, ce sont des déterminants antigéniques portés par les différents groupes de protéines plasmatiques. Donc, pour éviter ou pour éliminer ce genre de risque, on a donc recours à la déplasmatisation qui consiste donc à l'élimination des protéines plasmatiques pour éviter la réaction immunoallergique. Donc, si on veut récapituler, donc l'étude des groupes leucoplaquettaires pour intérêt, donc c'est pour éviter
une éventuelle incompatibilité, principalement plaquettaire, donc avec, pour éviter une éventuelle allo-immunisation post-transfusionnelle ou phytomaternelle, et par la suite, donc, d'étudier les différentes techniques qui nous permettent de détecter l'origine de l'allo-immunisation, c'est-à-dire de détecter la spécificité de l'allo-immunisation par l'étude des allo-anticorps, de différencier avec les auto-anticorps. Donc, à côté donc, des groupes leucoplaquettaires, on a les groupes sériques portés par les antigènes, portés par les différents groupes de protéines plasmatiques, puisque dans le sang, on a les cellules, on a le plasma qui contient les protéines plasmatiques. On a plusieurs groupes de protéines plasmatiques. On a le groupe des aptoglobines, les alpha-2 macroglobulines, transférines et les groupes de bêta-lipoprotéines. Et enfin, donc, les classes des immunoglobulines. Et on a cité l'exemple, dans le cas de déficit en IgA, il y a le développement donc, des réactions immunoallergiques en cas d'une transfusion incompatible. Transfusion avec du plasma qui contient les IgA, c'est ce qu'on appelle la maltolérance ou l'intolérance aux protéines plasmatiques. J'espère que vous avez compris. Donc l'IgM, donc c'est l'échelle lourde des gamma, IgG, donc l'échelle légère des kappa, et c'est l'échelle lourde donc des classes IgE. Donc c'est une abréviation donc des gènes légères donc pour les différentes classes des immunoglobulines. Donc il faut retenir uniquement qu'il y a un groupe d'immunoglobulines. Donc il y a des déterminants antigéniques portés par les différentes classes des immunoglobulines. Donc on a 5 classes des immunoglobulines avec polymorphisme. Généralement, pour les chaînes légères et lourdes, il y a la partie constante et la partie variable. Généralement, le polymorphisme donc, est localisé au niveau de la partie variable des immunoglobulines. Donc on a dit que les protéines, donc les fractions protéiques, elle est moins immunogène que donc, les antigènes portés par les cellules. Uniquement, donc il y a des risques de maltolérance en cas de transfusion. C'est pour ça, donc généralement, si le sujet qui développe une intolérance ou maltolérance aux protéines plasmatiques, il y a l'étape de déplasmatisation qui permet donc d'éliminer les protéines plasmatiques et éviter donc tout risque de réaction immunoallergique. Donc, le point fort ou le point le plus important donc, dans ce cours, c'est généralement l'étude du système plaquettaire, le système HPA, donc son implication dans les différents types de thrombopénie pour voir qu'il faut reconnaître, il faut savoir uniquement qu'il y a un autre système spécifique des plaquettes, qu'il y a le risque d'immunisation dans ce système qui est à l'origine d'une thrombopénie d'origine immunitaire. Donc, qu'il y a des anticorps dont la fréquence et l'importance dépendent. Donc j'ai dit bien qu'il faut donc que le système plaquettaire est le plus impliqué en allo-immunisation. Donc après le système érythrocytaire, d'accord. Donc il faut retenir bien qu'il y a donc des antigènes plaquettaires donc à l'origine d'une thrombopénie d'origine immunitaire. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions donc, concernant donc, les groupes leucoplaquettaires, les groupes sériques? Donc, je sais qu'il y a beaucoup donc, je sais qu'il y a donc malgré que c'est un cours donc bien structuré, c'est-à-dire c'est uniquement les lignes les plus importantes, mais c'est-à-dire il ne faut pas entrer dans les détails structurels beaucoup plus. Il faut savoir uniquement que les antigènes plaquettaires, il y a des antigènes spécifiquement plaquettaires, il y a des antigènes spécifiquement leucocytaires, il y a les groupes leucoplaquettaires. Donc, il faut savoir qu'il y a aussi le risque d'immunisation contre ces antigènes qui sont à l'origine d'une cytopénie, que ce soit plaquettaire ou leucocytaire.
Donc, je peux pas. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on peut donc suspendre la réunion. D'accord, et merci pour votre attention. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, pour la, pour la révision, je vous souhaite donc une bonne